la direction juridique de Veolia Environnement a principalement pour rôle tout ce qui est, on va dire, service de holding, c'est-à-dire toutes les questions de droit boursier, droit financier, etc., tout ce qui est préparation du document de référence pour la bourse, le droit de la concurrence. Il y a un certain nombre de domaines qui sont des domaines de spécialité que nous ne faisons pas en division. Par contre, quand on en a besoin, supposer une opération de fusion-acquisition, on va s'appuyer, on va chercher les services spécialisés de la direction juridique de l'environnement. Inversement, tout ce qui touche autour du business, des activités, des contrats au sens large, la vente, des achats, la R&D, etc., tout ça est fait en division, donc dans nos équipes. Alors là-dessus, la direction juridique et les assurances de l'eau, je ne mets pas les assurances, on a 3 personnes qui vont réintégrer l'échelon central de la direction des assurances ici à Avenue Kléber. En dehors de ça, on est 160 juristes dans le monde, dans la plupart des pays, où on est 45 pays, ça va de l'Australie au Brésil, j'ai 2 juristes brésiliens, j'ai 2 juristes japonais. En Chine, on a une équipe importante. Aux États-Unis, on a une équipe très forte, très professionnelle. En Angleterre aussi. Alors il y a la France qui est le berceau historique. En France, vous avez deux équipes. Il y a l'équipe historique de la Générale des Eaux, ceux qui font du droit administratif français, droit public, des partenariats publics-privés, les relations avec les collectivités territoriales, les concessions, etc., sont des juristes extrêmement seniors, extrêmement expérimentés dans ce domaine-là. Certains ont dépassé les 60 ans, si vous voulez, et certains ont 35 ans, 37 ans d'ancienneté. Alors c'est des gens qui, par exemple, ne parlent pas un mot d'anglais, parce que ce n'est pas ce qu'on leur demandait, si vous voulez. Inversement, vous avez côté construction, exploitation, ce que je vous ai raconté au début, des juristes qui sont souvent des juristes étrangers. J'ai un espagnol, j'ai un italien, ici en France même, hein, en fait, qui eux font de l'international quasiment tous les jours, parce que le business est mondial. Donc on a 160 juristes, on a 24 ce qu'on appelle paralegals, si vous voulez, les gens qui sont des formalistes dans des sociétés, et on a quelques assistants, pas beaucoup. On a quelques moutons à sympathes. Je prends l'exemple de la Chine, on a 2 traducteurs, parce que tous les papiers doivent être en chinois, comme vous imaginez. Plutôt que d'externaliser ça à des cabinets d'avocats, ce qui coûte cher, on a internalisé des jeunes Chinois qui travaillent pour nous. Alors ce qu'on a mis au point, qui n'existait pas avant que j'arrive, hein, c'est un organigramme, si vous voulez. Bon, celui-là est quasiment le dernier à jour. C'est l'ensemble des gens dans les pays qui me reportent directement. On ne peut pas faire des réunions en 160 comme vous imaginez, mais ce qu'on a fait, c'est 2 fois par an, on a une réunion des responsables juridiques mondiaux. Pour des raisons d'économie, la plupart viennent à Paris, ils sont très contents d'ailleurs de venir à Paris. Alors vous avez par exemple le responsable juridique des pays d'Europe centrale, il y a les Français bien sûr, Chinois, Australiens, Anglais, Allemands, et on a un petit niveau qui est l'équipe division, c'est celui-là qui va disparaître en septembre. Donc ça permet de faire du team building. Et toujours, il y a un agenda. Il y a des points précis qui sont faits dans ces réunions semestrielles. En parallèle avec les Français, ce qu'on appelle le club des 15, on a une réunion mensuelle. Jusqu'à ce que je vienne, il n'y avait rien de transversal. Ça n'existait pas. Les gens ne se connaissaient même pas. Alors on a une langue commune, c'est l'anglais, parce que sinon on ne sait pas parler. En fait, on a des objectifs de la direction juridique, des objectifs centraux, mondiaux, mais des objectifs aussi par région ou par pays. Et les objectifs, alors ça peut toucher des sujets juridiques. Par exemple, on a mis au point là, aussi chez Veolia l'équivalent de la liste des clauses inacceptables dont je vous ai parlé. Ça s'appelle les golden clauses. Enfin, c'est pas des golden clauses, c'est des clauses pourries justement qu'on ne veut pas accepter. Donc ça, c'est un travail qui a été mis au point avec des juristes de tous les pays. Ensuite, il y a un petit groupe de rédaction pour être sûr que ça s'applique sans problème. Ça a été adopté par le comité exécutif. Et ça s'applique dans la vie de tous les jours, tant pour les acquisitions, les cessions que pour les contrats, avec des particularités dans certaines activités. On a des objectifs aussi qui se touchent aux outils informatiques. Vous imaginez que sur un spectre pareil, on ne peut pas travailler au boulier, si vous voulez, ou à l'ancienne. Donc on a un système, par exemple, pour les grandes offres. C'est un programme qui s'appelle Equinox,
qui fait que quand une offre importante, il y a des seuils qui sont fixés, qui montent jusqu'au directeur général, en fait, et ça passe pour validation chez moi à un moment donné. Les juristes savent s'il n'y a pas une note d'analyse juridique, une note sur les assurances, une note sur la fiscalité, il n'y a pas de validation. Donc le directeur général ne donne pas son accord. La validation, ça peut être extrêmement critique. Je peux déjuger un de mes juristes. Ça arrive. Sur, par exemple, le choix de règlement des disputes, question de l'arbitrage versus les tribunaux, des choses comme ça. C'est arrivé. Le contentieux, le reporting juridique, vous disiez le lien avec la direction juridique Veolia Environnement, ça c'en est un. Il y a une procédure groupe qui fait que pour tout litige au-delà d'1 million d'euros, ça monte et on a un reporting trimestriel, si vous voulez, sur l'avancement des procédures de ces affaires-là. Quelques exemples.